Imaginez passer 30 années de votre vie aux côtés de quelqu'un, sans jamais vraiment exister à ses yeux. C'est exactement ce qu'a vécu Bill Wyman au sein des Rolling Stones. Et aujourd'hui, il brise enfin le silence sur sa relation avec Keith Richards. Si vous aimez découvrir les coulisses cachées des plus grandes légendes de la musique, abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à vous révéler ces histoires inédites que personne d'autre n'ose raconter. Activez la cloche pour ne rien manquer. Bill Wyman n'était pas l'étoile flamboyante des Rolling Stones. Il n'était pas celui qui captait les flashs, ni celui dont on murmurait le nom dans les soirées mondaines. Non. Bill était la fondation silencieuse, l'ancre invisible qui maintenait le navire à flot pendant que la tempête faisait rage autour de lui. Pendant plus de 3 décennies, il a tenu la lignée de basse avec une précision chirurgicale, un professionnalisme sans faille et une loyauté à toute épreuve. Mais voilà le paradoxe cruel de son histoire. Il était indispensable et pourtant complètement négligé. Aujourd'hui, longtemps après avoir quitté ce tourbillon, Bill Wyman a choisi de parler. Pas avec rage, pas avec ressentiment, mais avec une lucidité glaçante qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur les Rolling Stones et sur Keith Richards. Alors restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre perception de l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire. Quand Bill Wyman rejoint les Rolling Stones en décembre 1962, il n'arrive pas les mains vides. Contrairement à Mick Jagger et Keith Richards, encore jeunes et fougueux, Bill débarque avec de l'expérience, du matériel de qualité et surtout une maturité que le groupe n'a jamais eue. Il apporte son propre amplificateur, des câbles professionnels et une discipline de fer. En gros, il offre au groupe ce dont il a désespérément besoin pour passer du statut de bande de copains à celui de machine de guerre musicale. Mais attention, et c'est là que tout commence à se fissurer. Bill n'est pas invité parce qu'on l'aime, il est invité parce qu'on a besoin de lui. Nuance. Mick et Keith se connaissent depuis l'enfance, depuis les bancs de l'école à Dartford. Brian Jones, que Bill considérait comme le véritable architecte du groupe, avait assemblé la formation pièce par pièce avec une vision claire. Bill, lui, arrive en dernier. Il est celui qu'on appelle pour combler un vide, pas pour faire partie du cercle intime. Et ça, dès le premier jour, Bill le ressent dans ses tripes. À l'extérieur, les Rolling Stones ressemblent à une fraternité soudée par la rébellion, le danger et la musique. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Bill comprend très vite qu'appartenir au groupe ne signifie pas en faire vraiment partie. Il s'installe donc dans ce rôle, celui de l'homme fiable, celui qui ne pose pas de questions, celui qui fait son travail sans broncher. Avec Charlie Watts à la batterie, il crée une section rythmique d'acier, la colonne vertébrale invisible de morceaux légendaires comme Out of Our Heads, Aftermath, Between the Buttons. Mais déjà, les signaux d'alerte clignotent. Bill tient un journal intime, et dans ses pages, il confie quelque chose de glaçant. Il se sent davantage comme un équipement que comme un musicien. Les décisions se prennent sans lui, les conversations s'arrêtent net quand il entre dans une pièce. Keith Richards lui-même reconnaîtra plus tard que Bill avait plus d'expérience scénique que tous les autres membres réunis. Mais ce respect, il ne s'est jamais traduit en pouvoir, ni en inclusion véritable. Et c'est là que tout se joue, parce que dans les Rolling Stones, le respect sans autorité ne vaut rien. Si cette histoire vous passionne autant que nous, pensez à vous abonner à Les Célébrités du Monde. Chaque abonnement nous aide à creuser plus profond et à vous offrir des récits toujours plus captivants. On compte sur vous. Au milieu des années 1960, une décision va sceller le destin de Bill Wyman pendant les 30 années à venir. Une décision aussi simple qu'elle est brutale. Les crédits d'écriture sont désormais monopolisés par le duo Mick et Richards. Tous les autres membres sont exclus. Pas de négociation, pas de discussion. C'est comme ça, point final. Bill accepte. Pourquoi? Parce qu'il croit encore à quelque chose de naïf, que la loyauté finira par être récompensée. Qu'à force de donner sans compter, il finira par recevoir en retour. Mais dans l'univers impitoyable des Rolling Stones, cette croyance est une erreur fatale. Bill ne proteste pas, il ne menace pas d'action en justice, il ne réclame rien, il joue, c'est tout. Et c'est précisément cette docilité qui le condamne. Car ce qui se met en place à ce moment-là, ce n'est pas juste une répartition des crédits, c'est une hiérarchie immuable. Mick et Keith deviennent les propriétaires du groupe, les autres, de simples employés. Et au fil des années, alors que les Rolling Stones se transforment en empire financier, Bill Wyman reste figé à la périphérie du pouvoir. Il est présent à chaque session d'enregistrement, à chaque tournée, à chaque répétition. Mais en coulisses, il n'a aucun poids dans les décisions. Le groupe n'est plus un collectif, c'est une entreprise dirigée par 2 hommes. Et Bill,
il est relégué au rang de figurant bien payé. Mais le plus tragique dans tout ça, c'est qu'il ne se plaint pas, ni publiquement, ni même en privé de manière à ce que ça filtre. Il croit dur ferme que le professionnalisme exige le silence, que se taire, c'est préserver sa dignité. Pendant des décennies, il tient bon, mais ce silence, il va lui coûter bien plus cher qu'il ne l'imagine. L'été 1969, Brian Jones meurt dans des circonstances troubles. Pour le monde entier, c'est une tragédie rock'n'roll de plus. Pour Bill Wyman, c'est l'effondrement de tout ce qui le rattachait encore aux Rolling Stones. Brian était la seule personne du groupe qui comprenait vraiment Bill, pas juste musicalement, mais humainement. Ils partageaient des chambres d'hôtel, des conversations nocturnes, une vision commune, celle d'un groupe où chacun aurait sa place, sans hiérarchie écrasante. Quand Brian est écarté du groupe quelques semaines avant sa mort, Bill assiste impuissant à une mise en garde en temps réel. Le message est limpide. Dès que tu ne sers plus les intérêts du centre de pouvoir, tu deviens remplaçable. Et après la disparition de Brian, tout change. Keith Richards ne se contente plus d'être le guitariste. Il devient une force dominante qui dépasse largement le cadre musical. Il impose sa présence, son énergie, son chaos contrôlé. Là où Brian équilibrait les égaux, Keith concentre l'influence. Et Mick Jagger, toujours stratège, s'aligne sur cette concentration de pouvoir. Charlie Watts et Bill Wyman, tous deux discrets et peu enclins à la confrontation, s'effacent encore davantage. Ils deviennent des ombres sur scène, essentielles au son, mais invisibles dans les décisions. Pour Bill, ce glissement ne se fait pas dans un grand fracas, c'est progressif, presque imperceptible de l'extérieur. Il arrive à l'heure, joue impeccablement, maintient le rythme. Mais intérieurement, son sentiment d'appartenance se désintègre année après année. Après les funérailles de Brian, Bill prend une décision symbolique. Il refuse de voyager avec le groupe en jet privé. Il préfère voler seul. Pour Keith Richards, c'est un affront, un manque de loyauté, un signe de trahison. À partir de ce moment, la distance se fige. On ne crie pas sur Bill, on ne l'affronte pas, on le met simplement de côté. Et c'est peut-être pire que n'importe quel conflit ouvert. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde pour ne manquer aucune révélation sur vos stars préférées. Votre soutien fait toute la différence. Au début des années 1960, Bill Wyman vit une humiliation silencieuse qui va se répéter encore et encore. Il arrive à la session d'enregistrement pour découvrir que sa partie de basse a déjà été enregistrée. Parfois, c'est Keith Richards qui l'a fait lui-même, parfois c'est un musicien invité. Mais dans tous les cas, personne ne juge utile de le prévenir. Imaginez ça un instant. Vous êtes membre fondateur d'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, vous vous présentez au studio, prêt à travailler, et on vous dit « Ah non, on a déjà fait ta partie, t'inquiète pas, on te paiera quand même ». C'est exactement ce qu'a vécu Bill, encore et encore. Mais l'exclusion créative ne s'arrête pas là. Même quand Bill contribue activement à la création de morceaux emblématiques, son nom n'apparaît jamais sur les crédits. Il confirmera plus tard avoir participé au développement du riff de Jumping Jack Flash aux côtés de Brian Jones et Charlie Watts. Pourtant, dans l'histoire officielle, cette collaboration n'a jamais existé. Effacée, invisible, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Et bien sûr, cette exclusion créative entraîne des conséquences financières dévastatrices. Pendant que les droits d'auteur s'accumulent pour Mick et Keith, les revenus de Bill dépendent presque exclusivement des tournées et des cachets de performance. Et quand le groupe traverse des périodes d'inactivité, souvent à cause de conflits internes entre Jagger et Richards, l'argent de Bill s'évapore. À la fin des années 1980, au moment où les Stones se reforment pour la tournée Steel Wheels, Bill est lourdement endetté. Pendant ce temps, ceux qui contrôlent le catalogue restent à l'abri de tout risque. Keith Richards, lui, ne semble ni voir ni se soucier de ce déséquilibre. Pour Keith, les Rolling Stones sont une machine guidée par l'instinct brut et la survie. La sensibilité, une faiblesse. La structure équitable, un concept contre lequel se rebeller, pas quelque chose à partager. Avec le temps, Bill comprend que le problème ne vient pas d'une dispute isolée ou d'une insulte particulière, c'est une incompatibilité fondamentale de valeurs. Keith prospère dans le chaos, la confrontation, la domination. Bill, lui, croit en l'ordre, au respect mutuel, à la contribution silencieuse. Et cette différence, elle est insurmontable. Ce qui rend la situation insupportable, ce n'est pas la cruauté évidente, c'est l'érosion. Bill est toujours là, toujours en train de jouer, toujours à maintenir le rythme, mais il est traité comme s'il était remplaçable, même debout sur scène. Il décrira plus tard ce sentiment avec une précision glaçante. J'étais présent mais superflu, inclus en apparence seulement. Cette contradiction l'a usé plus sûrement que n'importe quel conflit ouvert ne l'aurait jamais fait.
À la fin des années 1980, l'image publique des Rolling Stones évoque richesse, contrôle absolu et domination mondiale. Les stades affichent complets partout sur la planète. Le merchandising envahit le marché. La marque Rolling Stones semble indestructible. Mais pour Bill Wyman, la réalité est à des années-lumière de cette mythologie dorée. Après des années d'inactivité due au conflit entre Mick et Keith, le groupe a pratiquement cessé de générer de revenus en tant qu'entité. Pour Mick et Keith, cette pause est gênante mais supportable. Leurs droits d'auteur continuent de remplir leur compte en banque. Bill, Charlie et Ronnie Wood, eux, n'ont pas ce filet de sécurité. Ils sont des interprètes rémunérés, pas des propriétaires du catalogue. Quand les Stones se reforment pour la tournée Steel Wheels, Bill se retrouve avec un découvert bancaire d'environ 200 000 livres sterling. Pendant ce temps, il monte sur scène devant des dizaines de milliers de fans qui pensent qu'il nage dans l'argent. Ronnie Wood commence à vendre ses œuvres d'art pour subvenir aux besoins de sa famille. Bill bricole des hypothèques, s'inquiète pour ses factures, tout en incarnant le mythe du rockstar milliardaire. L'ironie est cruelle, insoutenable. Bill expliquera plus tard une vérité troublante sur l'exil fiscal des Stones, au début des années 1970. Beaucoup ont accusé le groupe d'avoir quitté la Grande-Bretagne par cupidité, mais la réalité était bien plus sombre. Le groupe n'avait même pas accès à son propre argent. Le manager Allen Klein contrôlait tout. Quand quelqu'un avait besoin de fonds, il devait les demander. Avec des impôts astronomiques et des dettes qui s'accumulaient, les Stones ne sont pas partis parce qu'ils étaient riches, ils sont partis parce qu'ils étaient piégés. Keith Richards n'a jamais eu à vivre avec cette peur. Sa position le protégeait. Celle de Bill, non. Et avec le temps, ce déséquilibre est devenu impossible à ignorer. L'humiliation ne se produisait pas publiquement, elle se glissait dans les petits détails. Arriver aux sessions pour découvrir que quelqu'un d'autre avait déjà joué sa partie, apprendre des changements après coup, voir des décisions se prendre dans des pièces où il n'était jamais invité. Dans une interview, Bill a résumé la situation avec une simplicité déchirante. « Je n'étais pas exclu, je n'étais jamais invité. » Et ça, c'est peut-être la phrase la plus douloureuse de toute son histoire. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que cette histoire vous touche, alors montrez votre soutien en vous abonnant à Les Célébrités du Monde. Chaque nouvel abonné nous encourage à continuer ce travail de fond. Bill Wyman ne quitte pas les Rolling Stones dans un éclat de rage. Il n'y a pas de conférence de presse dramatique, ni déclaration fracassante, ni adieu larmoyant sur scène. En réalité, quand Bill décide que c'est terminé, le groupe refuse tout simplement de le croire. Vers 1991, il leur confie en privé qu'il ne souhaite plus continuer. La réaction est d'abord l'incrédulité, puis le déni. Pour Mick et Keith, l'idée qu'une personne puisse volontairement s'éloigner des Rolling Stones est simplement inconcevable. Pendant près de 2 ans, la décision de Bill reste dans une sorte de limbe surréaliste. Charlie et Mick Jagger l'appellent régulièrement, lui demandant s'il a changé d'avis. Il l'invite à dîner, tente de maintenir la porte ouverte, partant du principe que ce sentiment finira par passer. Keith Richards, lui, réagit différemment. Ses mots sont plus tranchants, plus territoriaux. Il déclare « Personne ne quitte ce groupe à moins d'être dans une boîte en bois ». Pour certains, c'est de l'humour noir. Pour Bill, c'est un message glaçant. Pour Keith, les Stones ne sont pas un travail qu'on abandonne, c'est une identité à laquelle on se soumet. Quand le groupe commence à planifier sa prochaine grande tournée au milieu des années 1990, la question ne peut plus être évitée. Mick et Charlie se rendent à Bill et passent la soirée entière à tenter de le convaincre de rester. Ils parlent d'héritage, de loyauté, d'histoire partagée. Bill écoute calmement. Il n'argumente pas, il n'accuse personne et surtout, il ne fléchit pas. Quand ils acceptent finalement qu'il est sérieux, ils fixent rétroactivement la date de son départ en 1993, alors que Bill avait déjà quitté le groupe mentalement 2 ans plus tôt. Les suites sont tendues, très tendues. Au lieu de gratitude pour 30 années de dévouement sans faille, Bill rencontre de l'amertume. Mick fait des remarques désinvoltées, suggérant que jouer de la basse est suffisamment simple pour que n'importe qui s'en charge. Keith reste silencieux publiquement, mais sa position en privé est claire. Bill a enfreint une règle tacite. Il s'est choisi lui-même plutôt que la machine. Pour Bill, cette réaction ne fait que confirmer que partir était la bonne décision. Il dira plus tard « J'aurais dû m'en aller plus tôt ». La pression était devenue insupportable. Non seulement les étampes liées au succès, mais le coût émotionnel de rester dans un environnement où il se sentait constamment diminué.
Les tournées des Stones exigeaient des mois de répétition pour des morceaux joués depuis des décennies. Chaque cycle reproduisait les mêmes exigences, la même hiérarchie, les mêmes exclusions. Ce qui a rendu la décision définitive, ce n'était pas la colère, c'était la lucidité. Bill a compris que continuer signifiait sacrifier le reste de sa vie à quelque chose qui ne le respectait plus. Il avait d'autres intérêts, l'écriture, la photographie, l'archéologie, le travail caritatif. Des passions qui attendaient en silence, tandis que les Stones consumaient leur temps et leur énergie. Pour la première fois de sa vie adulte, il s'est alors autorisé à imaginer un avenir qui ne serait pas défini par le rythme de quelqu'un d'autre. Keith Richards, de son côté, a interprété le départ de Bill comme quelque chose d'incompréhensible. De son point de vue, l'endurance était la preuve de la loyauté, la souffrance faisait partie du lien. Partir calmement, sans conflit public ni mise en scène, lui a semblé être un rejet du code selon lequel il vivait. La retenue de Bill, son refus de se battre, d'expliquer, de se justifier, a peut-être irrité Keith plus que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Des années plus tard, Bill admettra quelque chose qui a surpris les fans de longue date. Il dit ne nourrir aucune rancœur envers Keith Richards, mais n'avoir aucune envie de passer du temps avec lui. Ils étaient simplement incompatibles. Nous venons de mondes différents, explique-t-il. Ils échangent encore des cadeaux de Noël, ils restent polis, mais la relation n'a jamais été réparée, parce qu'en vérité, elle n'avait jamais vraiment existé comme un partenariat d'égal à égal. Bill n'est pas parti pour faire une déclaration, il est parti pour survivre, et une fois parti, il n'a jamais regretté d'être resté à l'écart. Vous êtes encore là? Parfait. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation exclusive. Pendant plus de 30 ans après avoir quitté les Rolling Stones, Bill Wyman a évité de faire une chose que beaucoup attendaient de lui. Il n'a pas attaqué Keith Richards, il n'a pas réécrit le passé pour se présenter comme une victime, il n'a pas cherché à gagner la sympathie du public en révélant des griefs privés. Il a choisi une voie plus discrète, une voie qui frustrait les fans, conscient qu'il y avait quelque chose de plus sous la surface, sans jamais réussir à lui faire dire clairement ce qui s'était vraiment passé. Ce silence a pris fin discrètement, presque par accident. À la fin de l'année 2023, Bill Wyman apparaît lors d'un petit événement largement non médiatisé lié à la réédition de ses mémoires Stone Alone. Il n'y a aucune mise en scène dramatique, aucune annonce laissant entendre qu'il va révéler quoi que ce soit de nouveau. Mais lorsqu'on lui pose directement une question sur Keith Richards, Bill ne détourne pas le regard comme il l'a fait pendant des décennies. Il ne répond pas par un sourire poli. Il n'adoucit pas la vérité pour ménager qui que ce soit. Sa réponse est brève, calme et totalement sans équivoque. Nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Je n'ai aucune rancœur, mais je ne peux plus faire semblant. Nous venons de mondes différents. Pour beaucoup, cette seule phrase a eu plus d'impact que n'importe quelle accusation pleine de colère. Parce que Bill Wyman ne parlait pas depuis l'amertume, il parlait depuis la distance. Le genre de distance qui ne se forme qu'après des années à essayer, à endurer, puis à finalement lâcher prise. Dans des interviews ultérieures, Bill précise juste ce qu'il faut pour expliquer le sens de cette phrase. Il indique que bien qu'ils échangent encore des cadeaux et maintiennent des relations polies, il n'a jamais eu vraiment envie de revoir Keith, non par haine, mais parce qu'être en sa présence exigeait un effort émotionnel qu'il ne souhaitait plus fournir. Partager une scène pendant 30 ans ne signifiait pas partager les mêmes valeurs, le même tempérament ou un respect mutuel. Ce que Bill a finalement admis, ce n'était pas que Keith Richards avait été cruel de manière évidente, c'était quelque chose de plus troublant. Keith l'a diminué silencieusement, constamment, par l'exclusion plutôt que par la confrontation, par le contrôle plutôt que par le dialogue. Bill n'a pas été écarté dans un éclat de conflit, il a été lentement réduit à quelqu'un qui existait pour remplir une fonction, non pour façonner le groupe qu'il avait aidé à construire. Avec le recul, Bill résume son départ de la manière la plus simple possible. Il n'est pas parti aux causes de l'âge, il n'est pas parti pour poursuivre une carrière solo, il n'est pas parti parce qu'il n'aimait plus la musique, il est parti parce qu'il ne pouvait plus tolérer la manière dont il était traité, et parce que rester exigerait qu'il continue à se mentir à lui-même. Cette vérité redéfinit aussi les Rolling Stones eux-mêmes. La tension légendaire du groupe, ce tranchant dangereux qui nourrissait leur grandeur, avait toujours eu un prix. Brian Jones l'a payé par son isolement et sa vie, Bill Wyman l'a payé pendant des décennies d'effacement silencieux. Même Mick Jagger et Keith Richards l'ont payé à leur manière, enfermés dans des cycles de lutte de pouvoir qui ont failli détruire le groupe à plus d'une reprise. Lorsque Bill a finalement parlé, Keith Richards n'a aucune réponse publique offerte. Mick Jagger non plus, Ronnie Wood non plus.
Peut-être n'y avait-il plus rien à contester. Bill ne demandait plus de reconnaissance, ni d'excuses, ni de réconciliation. Il se contentait de nommer une réalité qui avait toujours existé. Au final, Bill Wyman n'avait plus besoin de remonter sur scène pour prouver sa valeur. Son héritage vit dans la musique, dans les archives, dans le rythme qui a tenu le chaos ensemble pendant 30 décennies. Ce que Bill a repris en parlant, ce n'était pas la vengeance, c'était la propriété de son histoire propre. Et parfois, c'est la truffesse la plus difficile. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Bill Wyman a-t-il eu raison de garder le silence aussi longtemps? Ou aurait-il dû parler plus tôt? Quitter les Rolling Stones, était-ce un acte de faiblesse ou la seule façon pour lui de se protéger? Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez trouvé cette histoire digne d'être racontée, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à Les Célébrités du Monde. Parce que votre soutien nous permet de continuer à creuser dans les coulisses des légendes, à révéler ce que personne d'autre n'ose dire, à vous offrir des plongées en profondeur dans les vérités qui se cachent derrière les mythes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, qui, comme celle-ci, va vous marquer. À très vite et merci de nous suivre.